Dans quelques instants, il va être 7 heures du matin. Je viens de me lever, je m'installe à mon bureau, j'allume mon ordinateur, je consulte le planning du jour préparé la veille, je positionne mes AirPods dans les oreilles en mode réduction de bruit et j'enclenche le chronomètre. C'est parti pour une session de travail sans aucune distraction possible. Mon téléphone est en mode ne pas déranger, dans une autre pièce. Mon ordinateur est déconnecté d'Internet, ce qui me permet de me focaliser à 100% sur la rédaction du script de ma prochaine vidéo. Les 50 prochaines minutes de travail vont être très intenses et me permettront de réaliser plus de travail que la majorité des gens ne peuvent le faire en une journée complète. Après ces 50 minutes, je m'accorderai ensuite 10 minutes de repos avant de repartir sur un autre cycle. En apparence, cette technique connue sous le nom de Pomodoro est relativement simple à comprendre. Mais en réalité, alors que je m'apprête à lancer le chronomètre pour la 10 057e fois, il y a bien longtemps que j'ai découvert des choses qui vont bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer il y a une vingtaine d'années, lorsque j'ai lancé mon premier Pomodoro. Ce que je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo n'est pas juste une histoire de concentration et de productivité. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et si on m'avait dit qu'il allait se passer ce qui s'est passé, en enchaînant ces milliers d'heures de sessions de travail intensif, jamais je ne l'aurais cru. Avant de t'en dire plus sur ce que j'ai découvert, il faut que je te pose un peu le contexte. Tout a commencé en avril 2017. Ça faisait 5 ans que j'avais ouvert ma chaîne YouTube David Comcy et en 5 années, je n'avais jamais posté aucune vidéo publique. Il faut dire que j'étais bien occupé avec mes clients en séance individuelle de coaching et la création de mes formations en développement personnel. À cette époque, j'utilisais déjà les Pomodoro, mais ça restait ponctuel. Voyant que YouTube était en train de se développer rapidement, j'ai décidé de me lancer le défi de réaliser une série de 30 vidéos en 30 jours pour enfin lancer ma chaîne YouTube. Ça faisait des années que je repoussais ce défi encore et encore, parce que je devais réussir à caser dans mon emploi du temps déjà complet une vidéo et un montage par jour pendant 30 jours. Pour réussir à gérer cette surcharge importante de travail, quoi de mieux que d'enchaîner les sessions de Pomodoro les unes après les autres. 50 minutes de concentration, un travail intense, focalisé sur une seule chose, aucune source de distraction et ensuite 10 minutes de repos. Ça, c'est ce que j'avais décidé, mais dans les faits, mon cerveau partait vite dans tous les sens. Je finissais toujours par m'éparpiller et par céder à cette petite voix dans ma tête qui me disait « Regarde ton téléphone, quelqu'un t'a peut-être appelé, check tes emails, tu as peut-être reçu un message important. » En fait, ce dont je me rends compte maintenant, avec du recul, c'est qu'il y a un gros problème avec le Pomodoro. Un gros problème que personne n'explique et qui a failli me coûter ma santé. Je t'en parlerai tout à l'heure. Au final, au prix de gros efforts, j'ai réussi mon défi de 30 vidéos en 30 jours et ça a lancé ma chaîne YouTube. Et chacune de ces 30 vidéos a fait plusieurs milliers de vues. C'était un bon début qui m'a encouragé à continuer. Mais il est clair que je devais réussir à dompter mon esprit et mieux gérer mon emploi du temps si je voulais passer à la vitesse supérieure. Pendant des mois, j'ai enchaîné les Pomodoro. 50 minutes de travail, 10 minutes de pause, parfois 10 sessions par jour jusqu'à l'épuisement. Je devais gérer en parallèle les séances individuelles avec mes clients, la création de mes nouveaux programmes, formations et ateliers que je vendais sur Internet et tous les autres aspects de ma vie. Je n'avais pas le choix, il fallait à tout prix que j'y arrive. En août 2017, alors que j'étais en voyage aux États-Unis, j'ai décidé de créer une série de 30 vidéos sur la confiance en soi et c'est là que tout a commencé à vraiment s'accélérer. Les vidéos ont été vues par des dizaines puis des centaines de milliers de personnes et certaines ont même atteint le million de vues. Ce qui, en quelques mois, a propulsé ma chaîne YouTube à plus de 57 000 abonnés. Les emails arrivaient de tous les côtés, les demandes de rendez-vous, les achats de programmes, les demandes pour que je crée de nouvelles formations. J'avais toujours imaginé qu'avoir une chaîne YouTube à plus de 50 000 abonnés ferait de ma vie un rêve. Mais dans les mois qui ont suivi, ça a plutôt fait de ma vie un véritable cauchemar. Alors oui, je gagnais plus d'argent qu'avant, beaucoup plus, mais je me retrouvais à passer mes semaines de vacances enfermé dans ma chambre d'hôtel, à me faire livrer mes repas par le room service pendant que les autres profitaient de la vie. Avec cet afflux de nouveaux clients et de nouveaux programmes et formations à créer, je n'avais plus le temps de faire de nouvelles vidéos pour ma chaîne YouTube. Je me disais sans cesse que j'allais faire une vidéo la semaine prochaine, puis la semaine passait et le mois,
et ensuite les années. 4 ans plus tard, après avoir quand même réussi à créer quelques vidéos, ma chaîne YouTube était au plus bas. Les vidéos que je postais ne faisaient plus que quelques centaines de vues, parce que les abonnés, délaissés depuis si longtemps, ne se rappelaient même plus de moi. Pourtant, je travaillais toujours autant, parce qu'une vidéo qui fait 100 vues, c'est parfois autant de travail à réaliser qu'une vidéo qui fait 1000, 10 000, 100 000 ou 1 million de vues. Alors j'ai commencé à diversifier le sujet de mes vidéos. Développement personnel, business en ligne, gestion du temps, connexion intérieure, gestion des émotions, relations, et parfois même des vidéos plus spirituelles. En fait, chaque idée qui me passait par la tête, j'en faisais une vidéo. Les sujets étaient divers et variés, et je pensais que partager ce qui m'aidait et me tenait à cœur toucherait les autres. Mais le compteur de vues des vidéos restait désespérément bas. Et malgré les likes et les commentaires positifs de mes viewers les plus fidèles, ma chaîne YouTube ne grandissait pas. Au contraire, elle perdait des abonnés à chaque nouvelle publication de vidéo. Voyant tout le travail que j'avais eu tant de mal à réaliser disparaître petit à petit, mois après mois, et avec la frustration d'une chaîne YouTube dont certaines vidéos avaient fait plus d'1 million de vues dans le passé, ne faire que quelques centaines de vues par nouvelle vidéo, le 5 août 2021, j'ai pris une décision radicale qui allait changer ma vie pour toujours, mais pas comme je l'imaginais à cet instant-là. Ce 5 août 2021, j'ai littéralement sauté dans le vide en annonçant officiellement sur ma chaîne YouTube que j'allais réaliser une vidéo par jour tous les jours pendant 365 jours. Un défi fou qui, je l'espérais, allait enfin relancer ma chaîne YouTube. Parce que selon moi, le problème de ma chaîne, c'est que je ne publiais pas assez régulièrement. Et en créant du contenu tous les jours, YouTube allait enfin se rendre compte que je travaillais dur et montrer mes vidéos à plus de personnes. J'étais surexcité à l'idée de passer en un an de quelques centaines de vues à des milliers, peut-être même des centaines de milliers de personnes touchées par la valeur de mon contenu. Il me suffisait de poster une vidéo par jour pendant 365 jours. Le plan me semblait parfait. J'étais focus sur ces millions de personnes qui allaient pouvoir obtenir du changement dans leur vie grâce à mes vidéos. C'était ma mission. Et donc j'ai commencé. 1er jour, 2e jour, 5e jour, 15e jour, 30e jour, et puis premier bilan. Durant un mois, je me suis donné à fond. J'ai enchaîné les Pomodoro jour après jour, heure après heure. En plus de mon travail de coach à temps plein, je préparais, filmais, montais et publiais une vidéo par jour. Impossible de déléguer avec un tel rythme. Personne n'aurait pu suivre. J'étais seul, totalement seul. Alors bien sûr, quand on s'engage dans un projet comme ça, c'est comme si une personne décidait de perdre 20 kilos en un an ou d'aller à la salle de sport. C'est de voir les résultats au fur et à mesure qui la motive à continuer. Il me fallait des résultats. Il me fallait des signes qui me disent « Oui, vas-y David, continue, tu es sur le bon chemin ». En un mois, 30 vidéos et chaque jour des commentaires enthousiastes de mes fans les plus fidèles qui attendent avec impatience la prochaine vidéo. Génial, je suis sur la bonne voie. Si certaines personnes aiment ce que je fais, d'autres personnes pourraient également l'aimer, n'est-ce pas? Oui, si, et je dis bien si, parce que dans la réalité, le bilan de ces 30 premières vidéos, c'est plusieurs centaines de vues par vidéo seulement et plusieurs centaines de désabonnés durant ce premier mois. Alors bien sûr, ceux qui se désabonnent ne sont pas ceux qui regardent mes vidéos. Ce sont souvent des gens qui ont résolu un problème qu'ils avaient ou qui ne se sentent plus concernés par mes contenus. Par exemple, une personne qui vivait des difficultés relationnelles et qui finalement a rencontré quelqu'un. Une personne qui n'était pas heureuse dans son travail et qui en a changé, etc., etc. Je peux comprendre ces personnes, ça m'arrive de faire pareil. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi YouTube continue de refuser de montrer mes vidéos à des personnes qui auraient besoin de les voir. Après tout, si elles plaisent à plusieurs centaines de personnes, c'est probablement qu'il y en a des milliers, voire des dizaines de milliers d'autres à qui elles pourraient plaire. À ce moment-là, l'algorithme de YouTube est une énigme pour moi. Malgré tout, je m'accroche. Je me suis engagé publiquement à faire 365 vidéos. Alors je tiens bon, YouTube finira par montrer mes vidéos à plus de personnes. 30 jours, c'est peu. Les résultats vont arriver, j'en suis convaincu. Alors je continue. De toute façon, je n'ai pas le choix. C'est un peu comme un étudiant qui prépare un examen, il n'a pas le choix. Il doit se donner à fond, coûte que coûte,
Et c'est ce que je fais. Je multiplie les pomodoro. Je deviens un expert de la gestion du temps et de l'organisation et j'apprends à repousser toujours plus loin mes limites. Les 50 minutes de concentration intense se transforment parfois en 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures ou plus. Je bascule dans un état où je ne peux même plus prendre de pause. Je me dis que si je n'ai pas les résultats que je veux, c'est parce que je ne travaille pas assez. Alors je continue encore et encore. Je donne tout pour y arriver. Je n'ai plus de vie, je ne sors plus. Je ne vois plus personne à part le livreur qui m'apporte les repas pour gagner du temps. Et je ne fais que travailler 7 jours sur 7. De 7 heures du matin jusqu'à ce que le soir arrive. Et je m'écroule de fatigue dans mon lit. Incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Je me dis que j'aurai le temps de faire autre chose lorsque j'aurai enfin terminé ce défi avec succès. Je pourrai sortir, partir en vacances, profiter de la vie, me promener. Je pourrai enfin vivre. Mais pour le moment, je n'ai pas le choix. Je dois continuer ce défi parce que je suis persuadé que ça va changer ma vie. D'autres youtubeurs font des millions de vues avec des vidéos de moins bonne qualité. Alors pourquoi pas moi ? Je continue, une vidéo par jour, ultra focus, comme dans un autre monde. Les mois passent et j'arrive au 180e jour. Ça y est, je l'ai fait. J'ai parcouru la moitié du chemin et en toute logique, mes efforts sont censés avoir payé après 6 mois de travail intensif à lancer chrono sur chrono. En toute logique, oui. En tout cas, c'est ce que disaient tous les experts de YouTube dans leurs vidéos. La clé, c'est la régularité. Et depuis 180 jours, je suis régulier. Je poste une vidéo par jour, 7 jours sur 7. En plus, je suis très perfectionniste. Et je poste des vidéos de qualité avec des tonnes de contenu à l'intérieur. Sauf que 180 jours plus tard, toujours rien. Les vidéos stagnent à quelques centaines de vues. J'en suis à 56 000 abonnés. Et 1 millier de personnes ont quitté la chaîne. Je me raccroche aux commentaires positifs, aux encouragements. Mais la situation me met quand même un sacré coup au moral. Qui serait assez fou pour tout sacrifier pour quelque chose qui recule au lieu d'avancer ? Qui se mettrait au régime pendant 6 mois pour au final prendre du poids ? Qui irait pendant 6 mois à la salle pour au final perdre du muscle ? Je me réveille parfois en me demandant si je suis normal de continuer comme ça pour obtenir le contraire des résultats que je veux atteindre. Puis je lance le chrono de mon pomodoro. J'oublie tout et reprends une nouvelle journée de travail. À la moitié du défi, je veux croire que c'est maintenant que tout va payer. Que c'est maintenant que YouTube finira par montrer mes vidéos à plus de personnes. Et puis je n'ai pas vraiment le choix. Je me suis engagé publiquement pour 365 vidéos. Je peux pas reculer. L'engagement public, c'est quelque chose de très fort. Un formidable levier pour dépasser ses limites. Et mes limites, je continue de les dépasser jour après jour. Fatigant la partie qui pense jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus penser. Je n'ai plus rien à lui donner, plus aucune énergie pour le mental. Je suis vidé et je fonctionne de plus en plus automatiquement, comme ce que je crois être un robot. Mais paradoxalement, je commence à remarquer que quelque chose au-delà de la pensée est en train de me guider. Un peu comme si mes mains bougeaient toutes seules lorsque j'étais au clavier, ou que je parlais sans aucune intervention des pensées lorsque j'étais face à la caméra. J'ai déjà un peu remarqué ça avant, et avec l'enchaînement de toutes ces vidéos, jour après jour, ça s'est intensifié. Et surtout, la partie qui pense en moi ne peut plus garder le monopole de son influence sur moi, parce que lorsqu'elle n'est pas là, quelque chose de beaucoup plus puissant, et surtout de moins fatigant que le mental, est en train de me guider. C'est ainsi qu'au fur et à mesure que j'avance dans les vidéos, je remarque qu'à la fin de mes journées, je me sens nettement moins fatigué. J'ai de plus en plus d'énergie pour faire d'autres choses, pour récupérer. Et alors que j'ai la sensation de moins travailler, j'arrive à faire tout ce que j'avais prévu plus facilement. Pourtant, le matin du 28 avril 2022, après 260 vidéos à la suite, au rythme d'une vidéo par jour tous les jours, je décide que ce sera ma dernière vidéo. La vidéo s'appelle « C'est terminé, j'arrête tout ». Je ne suis plus qu'à 55 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. J'en ai perdu pratiquement 2000 en 260 jours et je prends conscience que ce que je fais n'est pas de la persévérance, mais de l'obstination. C'est important de persévérer dans la vie. Et c'est vrai que peu de gens arrivent à de grands résultats sans cette persévérance. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'essayer de forcer comme la mouche qui fonce encore et encore dans la fenêtre fermée jusqu'à épuisement pour essayer de sortir. Alors que si elle avait pris un peu de recul
elle aurait vu que la fenêtre d'à côté était ouverte. Mais ce recul, à cet instant précis, après 260 jours à faire des vidéos et à tout donner, je n'étais pas capable de l'avoir. En réalité, j'ai perdu bien plus que 2000 abonnés pendant ces 260 jours. Peut-être 2500, 2600 ou plus. Et en parallèle, j'en ai gagné peut-être 500, 600 ou plus. Mais ça ne compensait pas. YouTube ne mettait pas mes vidéos en avant. Les nouveaux abonnés ne voyaient pas mes nouvelles vidéos. Et les anciens continuaient à partir parce que je couvrais parfois des sujets qui ne les intéressaient pas. Peut-être qu'un jour, ma chaîne serait repartie vers le haut. Mais aujourd'hui, avec le recul, je peux te dire que cette chaîne YouTube était morte et que rien n'aurait pu la ramener à la vie. Et ça, je ne l'ai compris que bien plus tard. Résultat de l'opération, j'ai repris ma vie habituelle. Clients en séance individuelle, création de nouveaux programmes, ateliers, formations. Et durant les 18 mois qui ont suivi, je suis resté avec l'idée que les chaînes YouTube qui grandissent, c'est uniquement des chaînes de divertissement. Mais au fond de moi, j'étais triste et frustré. Parce que ce que j'aime le plus, c'est partager mon travail et mon vécu. Et pour moi, YouTube est vraiment le meilleur média pour ça. En janvier 2024, 18 mois après l'échec apparent de mon défi de 365 jours, je te dirai pourquoi je dis échec apparent dans un instant, je sens le besoin de créer une nouvelle chaîne YouTube que je vais appeler David Comcy Business pour faire la différence avec mon ancienne chaîne YouTube qui s'appelle juste David Comcy. Je commence à créer quelques vidéos orientées business. J'y parle de productivité, de gestion du temps, sans grand succès. Jusqu'au 17 avril 2024, date à laquelle je publie une vidéo dans laquelle je partage 5 habitudes pour économiser plus de 25 heures de son temps par semaine. Après quelques jours, la vidéo commence à faire quelques vues, puis encore un peu plus, puis beaucoup plus, et ensuite elle explose, apportant des dizaines de milliers de vues et plus de 2000 abonnés à cette nouvelle chaîne, me faisant comprendre pourquoi mon ancienne chaîne YouTube était peu à peu morte, sans que je n'ai pu la ramener à la vie malgré tous mes efforts. Avec le recul, je sais enfin ce qui fait le succès d'une chaîne. YouTube doit comprendre clairement à qui tu t'adresses et montrer tes vidéos aux bonnes personnes. Mais quand tu as une chaîne qui va dans tous les sens comme ma première chaîne, YouTube ne sait plus à qui montrer tes vidéos. Et comme les premières personnes testées n'accrochent pas, parce que ces vidéos ne sont pas faites spécialement pour elles, YouTube ne les montre pas à plus de monde. C'est aussi simple que ça. Sur mon ancienne chaîne YouTube, j'ai fait 2 erreurs importantes. La première, c'est que lorsque mes vidéos sur la confiance en soi ont commencé à faire plusieurs millions de vues, je me suis laissé déborder par l'afflux de nouveaux clients. Durant les années qui ont suivi, je n'ai quasiment pas posté de nouvelles vidéos. Ce qui revient au même que de prendre des numéros de téléphone de personnes que tu veux revoir à une soirée et ensuite d'attendre plusieurs années pour les recontacter. Elles ne se souviennent plus de toi. Ont non plus envie d'être en contact avec toi parce que leur contexte de vie a changé. Et ensuite, la deuxième erreur importante, ça a été de publier des vidéos sur des sujets variés qui ne plaisaient pas toujours au même type de personnes. Et bien entendu, le plus important dans tout ça, c'est ce que j'ai découvert après plus de 10 000 sessions de Pomodoro et qui est la raison de la vidéo d'aujourd'hui. Une transformation que je n'aurais jamais imaginée et que j'ai d'abord refusé de voir avant de me rendre à l'évidence que c'était bien réel et que ça prenait de plus en plus d'ampleur à chaque session de concentration. Sois bien attentif à ce que je vais dire à partir de maintenant et jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ça peut totalement transformer ta vie, comme ça a transformé la mienne. L'idée de base, c'est que lorsque tu te retrouves dans des situations extrêmes, ça force ton organisme à fonctionner différemment. Petit à petit, il commence à s'adapter à un contexte différent et à développer une nouvelle manière de fonctionner. La situation extrême dans laquelle j'ai été durant des années, c'est à chercher à être concentré et productif, alors que j'avais de moins en moins d'énergie. Ce qui me permettait de continuer, c'était le rêve de ce que je voulais obtenir. Ça créait une telle motivation en moi que j'allais constamment au-delà de mes forces physiques et mentales. Mais cette motivation seule n'est pas suffisante sur le long terme pour continuer à être concentré et productif quand on n'a plus assez d'énergie mentale pour penser. Ce qui s'est passé dans mon cas, après des milliers de Pomodoro,
des milliers et des milliers d'heures à vouloir avancer alors que je n'avais plus d'énergie pour ça, c'est que mon cerveau a commencé à fonctionner dans un autre mode. Un mode que j'appelle non mental. C'est-à-dire un mode où tu es capable de faire un montage vidéo ou d'enregistrer une vidéo sans avoir besoin de penser ou de réfléchir. C'est un état de lâcher-prise profond dans lequel ton corps sait quoi faire et comment le faire, sans que tu aies besoin d'y penser. Par exemple, à cet instant, mes doigts sont en train de courir sur le clavier de mon ordinateur portable, sans que je ne fasse quoi que ce soit pour ça. Je suis juste le témoin de ce qui est en train de se passer. Les lettres s'enchaînent les unes après les autres, créant des mots puis des phrases. Je suis dans un état particulier. Je n'ai aucun souvenir de la phrase d'avant, ni aucune anticipation de la phrase qui va arriver. Je suis juste le témoin de ce qui se passe. La partie qui pense n'est plus là. Elle a disparu. Elle s'est évaporée. Et à la place, il y a juste ce qui est, ce qui se déroule dans l'instant. C'est une sensation très spéciale dont on ne se rend pas compte lorsqu'elle se passe. Il y a juste l'instant qui se déroule, en toute simplicité, en toute fluidité, comme quelque chose de naturel, quelque chose d'évident. La seconde avant n'existe plus, et la seconde d'après n'existe pas encore. Si on imagine une ligne du temps, avec le chiffre 0 au centre, et une graduation négative à gauche pour le passé, et positive à droite pour le futur, lorsque le processus se passe, je suis à ce que j'appelle le point zéro. Je ne suis pas à moins quelque chose, moins 1, moins 0,5 ou même moins 0,001, non. Je ne suis pas non plus à plus 1, plus 0,5 ou même plus 0,001, non. Je suis au point 0. 0,0000000. Un 0, une infinité de 0. Je ne suis pas un milliardième de seconde avant ou après ce point 0, mais uniquement ici et maintenant, pleinement présent, dans un état où plus rien du passé n'existe et rien du futur n'existe encore. Rien, absolument rien. Même le moindre millimètre de passé et le futur potentiel n'existe pas encore. Dans cet état, lorsque je suis pleinement en face du point 0, c'est comme si une porte s'ouvrait, m'aspirant totalement dans un autre monde, qui n'est pas ailleurs, mais au contraire intensément là. En comparaison, l'autre monde, ce serait le monde des pensées, dans lequel les gens sont 99,99% du temps. Un monde dans lequel ils ne sont jamais vraiment là, faisant des allers-retours avec les pensées, entre ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils imaginent qu'ils vont vivre. Dans cet état mental, la partie qui pense consomme énormément d'énergie. Chaque pensée, chaque image mentale, c'est comme se déplacer physiquement. Ça consomme des ressources. Et lorsque les gens font des sessions de Pomodoro, des sessions intenses de concentration, ce qu'ils font, c'est utiliser intensément la partie qui pense pour consommer de façon encore plus rapide leurs ressources intérieures. Un peu comme une personne qui irait faire une session de marche rapide pendant 50 minutes. Elle va forcément aller plus loin qu'une personne qui marche lentement, ou qui s'arrête toutes les 30 secondes pour penser à ce qu'elle voit le long du chemin. Mais au final, elle a consommé beaucoup d'énergie. Et si elle continue de faire ça 3, 4, 5, 10 fois par jour, tous les jours, elle va finir dans un état d'épuisement total, incapable de se lever pour continuer à avancer. C'est ce que vivent les personnes qui font du burn-out. Ils ont brûlé la quasi-totalité de leur énergie intérieure. Ils ont puisé dans leurs réserves les plus profondes et doivent parfois attendre des semaines ou des mois que leur organisme régénère cette énergie à nouveau. Cet état de burn-out, j'y suis passé très près de nombreuses fois ces dernières années. Et c'est pour m'empêcher d'y sombrer que mon organisme a commencé à fonctionner de manière différente. Alors pour en revenir au Pomodoro, il y a 2 erreurs importantes que j'identifie aujourd'hui avec du recul. Des erreurs dont personne ne parle et que j'ai dû apprendre dans la souffrance. La première erreur, c'est de faire d'une session de Pomodoro une session de concentration mentale intense. C'est-à-dire une session dans laquelle on va penser encore plus que d'habitude. Et au final, consommer notre énergie encore plus vite. Et la deuxième erreur, c'est entre les sessions de 50 minutes de concentration, de prendre 10 minutes de récupération qui ne sont pas vraiment de la récupération, mais encore une fois du mental. Pensez à ceci, pensez à cela, regardez ses emails, allez sur les réseaux sociaux, etc., etc. Une personne qui prend 10 minutes entre chaque session de Pomodoro pour se changer les idées en pensant à autre chose,
est une personne qui continue de penser, de consommer son énergie. Elle ne se recharge pas, elle continue juste de consommer son énergie d'une autre manière. Si la productivité est quelque chose d'important pour toi, la première des choses que tu peux facilement mettre en place, c'est de prendre 10 minutes pour réellement te reposer entre chaque pomodoro. 10 minutes durant lesquelles tu vas marcher lentement, respirer calmement, t'étirer, bâiller, boire un verre d'eau ou faire quoi que ce soit qui ne soit pas de la stimulation intellectuelle ou des pensées. Ce n'est pas magique, mais ça permet de pouvoir en partie récupérer entre chaque session. L'idéal, bien sûr, est d'arriver dans un état de non-mental durant les sessions de Pomodoro elles-mêmes. C'est-à-dire un état où tu ne penses plus, mais où tu es juste le témoin des choses que tu as à faire qui se font là, devant tes yeux, dans la présence de l'instant, sans l'intervention de la pensée. Alors attention, cet état de non-pensée est vu comme un ennemi par le mental. L'objectif du mental est de t'amener à penser au maximum. Parce que plus tu penses, plus tu le nourris et plus il devient puissant. Et forcément, plus tu nourris le mental et plus tu te sens fatigué. Et le problème, c'est que plus tu es fatigué, moins tu as de conscience pour lutter contre le mental. Et plus il te prend encore plus ton énergie. La présence et la pensée sont deux états complètement opposés. Et nous rapprocher de l'un nous éloigne de l'autre. Pour aller plus loin dans la description du processus, il y a une chose importante à intégrer. Le mental a une arme secrète qui est imparable tant qu'on n'a pas conscience que c'est une fausse affirmation. Et cette fausse affirmation, c'est que tu as besoin de penser pour trouver la solution à tes problèmes ou pour avancer sur tel ou tel projet. Tant que tu crois que penser à la solution à tes problèmes, tu ne fais que nourrir le mental, ce qui te vide de ton énergie et au final t'amène encore plus de problèmes. Cette fausse affirmation, il m'a fallu du temps pour l'accepter. Parce que c'est profondément ancré en nous depuis nos premières années d'école. Il m'a fallu des milliers d'heures de Pomodoro pour réussir petit à petit à me rendre compte qu'il y avait de plus en plus de moments durant lesquels je ne réfléchissais pas, mais durant lesquels j'étais capable de fournir un résultat qui dépassait la qualité de ce que j'aurais pu fournir en pensant. Il m'a fallu des milliers et milliers d'heures à créer du contenu et à être en interaction avec mes clients en séance individuelle ou durant des conférences pour me rendre compte que je pouvais parfois être dans un état de quasi-somnambulisme, totalement déconnecté de la pensée, profondément immergé dans le point zéro, et que dans cet état, les phrases qui sortaient de ma bouche, les choses que je disais étaient nouvelles. C'était des choses que je ne savais pas, mais que je découvrais en même temps que je leur permettais d'émerger dans un puissant état de lâcher-prise. Aussi simplement qu'une bulle d'air qui vient du fond de l'eau va remonter à la surface. Durant ces moments où je suis totalement immergé dans le point zéro, je n'ai pas recours à mes ressources intellectuelles pour créer du contenu ou interagir avec les gens, mais je laisse ce contenu remonter à la surface de moi. J'en prends conscience en même temps qu'il apparaît. C'est un état profondément troublant à vivre au début, lorsque tu te rends compte qu'en quelques minutes, sans réflexion ni pensée, tu as dit des choses infiniment plus intelligentes, sensées et structurées que tu n'aurais pu le faire en des heures, des jours ou des semaines de réflexion. Dans cet état, tu as accès à infiniment plus de ressources que ce que tu croyais jusqu'à présent être ta propre intelligence, qui n'était en fait que la pseudo-intelligence limitée et ultra basique du mental. Alors bien sûr, ce processus ne s'est pas fait en une journée. Il m'a fallu énormément de temps pour accepter ces états de lâcher-prise et reconnaître que ce n'étaient pas des états de sous-conscience, mais au contraire des états de surconscience. Sauf que la partie qui peut reconnaître ça n'est pas la partie qui pense. Pour schématiser les choses, le mental c'est un peu comme le président d'un pays qui veut garder le maximum de pouvoir et qui passe son temps à essayer de te convaincre qu'il va t'aider à régler des problèmes qu'il a lui-même créés. Son pouvoir est illusoire, mais tant que tu ne te rends pas compte qu'il se positionne comme le sauveur du problème qu'il a lui-même créé, tu lui cèdes ton pouvoir. Et plus tu lui cèdes ton pouvoir, et plus il va en abuser, et forcément, jamais il ne te fera comprendre qu'il faut arrêter de voter pour lui, on est d'accord. Il veut garder le pouvoir à vie. C'est exactement la même chose pour le mental. La majorité des problèmes que tu as dans ta vie, y compris les problèmes de productivité, viennent du fait que le mental t'empêche d'avoir accès à ta vraie puissance intérieure.
ta puissance de créativité, de présence, de qualité de connexion avec les autres et bien d'autres choses. Et jamais le mental ne va t'aider à accepter l'idée qu'il n'est pas ta vraie force intérieure, mais juste un imposteur. La plupart du temps, il va réussir à tirer la couverture à lui pour te faire croire que c'est grâce à lui que tu avances dans ta vie. Un peu comme un gouvernement qui te donnerait des chèques alimentation pour te montrer qu'il t'aide, alors que c'est lui qui a fait monter les prix de l'alimentation, t'empêchant de pouvoir te nourrir. Tout ce que je viens de dire là n'est pas quelque chose qui se comprend, mais quelque chose qui se vit. Lorsque tu te retrouves au point zéro et que la porte s'ouvre, un nouvel état se déploie dans la présence de l'instant et te donne accès à ton vrai potentiel, au-delà des limites de la participante. Et c'est dans cet état que la créativité, l'intuition, les nouvelles idées, les nouvelles manières de conduire tes projets et de résoudre les difficultés que tu rencontres peuvent émerger. Je suis par exemple capable d'écrire du premier coup la bonne version du texte de cette vidéo, sans être obligé de perdre des heures, voire même des jours, à écrire, réécrire et supprimer différentes versions, venant d'un état de réflexion et non pas d'inspiration, et qui au final ne me plaisent pas, ou n'arriveront pas à transmettre correctement l'importance de ce message. Pour résumer ce qui a été dit dans cette vidéo, ce que j'ai découvert après plus de 10 000 sessions de Pomodoro, c'est que mes ressources et capacités sont infiniment supérieures à tout ce que j'aurais pu imaginer. Et au-delà d'être plus productif et efficace dans mon travail et la réalisation de mes projets, je me suis découvert intérieurement. Et aujourd'hui, je peux dire que grâce à ça, je suis devenu un homme nouveau. Si toi aussi tu vas aller plus loin dans ta productivité et ton efficacité, j'ai le plaisir de t'offrir un accès gratuit à mon programme, La vraie gestion du temps. C'est un programme vidéo complet dans lequel je vais te guider pas à pas dans un processus qui te permettra d'avancer beaucoup plus vite dans la réalisation de tes projets et le développement de tes capacités intérieures. Le lien d'accès se trouve dans la description sous cette vidéo. Merci de l'avoir regardé en entier et laisse-moi un commentaire si tu as aimé ce contenu.